À la une ce soir, Bruno Nestor Azero, investi maire de Sainte-Marie, une semaine après l'élection du conseil municipal. Séverine Termont a été élue première adjointe. 3 squelettes mis à jour au Carbet lors de fouilles archéologiques, une réalisée en centre-ville, des avancées présentées au public lors d'une journée portes ouvertes aujourd'hui. Paradis d'enfer de François Gabour, un essai en forme de bande dessinée sur le thème de l'esclavage. L'auteur est notre invité ce soir, nous en parlerons avec lui. Et puis votre page sport, comme tous les week-ends. Ce soir, il sera question notamment de handball avec le choc hier soir de l'Espoir de Floréal face à l'Étoile de Gondo en 8e journée du championnat. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. C'est donc une page qui se tourne pour la commune de Sainte-Marie. La fin d'une séquence politique marquée par une crise de 5 mois au sein du conseil municipal. Ce dimanche, Bruno Nestor Azero a été officiellement investi maire de Sainte-Marie. Avant de revenir sur cette journée d'investiture, retour sur une phrase, un mot qui avait été prononcé lors de la campagne électorale, charnier. Le candidat avait prononcé ce mot au soir de la victoire. Il avait utilisé ce mot pour illustrer la mort politique de ses adversaires. Un mot violent qui a ému une partie de la classe politique. Le maire de Sainte-Marie s'en est excusé aujourd'hui. Écoutez. Cette histoire de charnier, aujourd'hui, avec le recul, à tête reposée, est-ce que des mots vous ont échappé? Est-ce que vous regrettez ces paroles-là? Si ce mot a pu choquer ou a pu blesser, je m'en excuse. Je m'en excuse publiquement. Mais je rappelle quand même que c'était des tréteaux électoraux. Nous étions sur des tréteaux électoraux. Rappelez également que l'homme Bruno Nestor Azero, pas le maire, pas le candidat, mais la personne, l'homme, l'individu Bruno Nestor Azero a été attaqué, mais salement. A été attaqué salement. Ça a été une campagne très difficile pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, qui pleuraient tout le temps à Paris, à cause des propos qu'ils entendaient, à cause des SMS, à cause des messages sur Facebook. Il faudrait que les uns et les autres se mettent à ma place. Donc, bien sûr, la réponse a été peut-être à la dimension de ce qui s'était passé ce fameux jour de présentation de la liste de Jean-François Couvert à Derrière Monde, où Marie-Jeanne, Alfred Marie-Jeanne, Daniel Marie-Sainte, Karine Mousseau et tous les autres sont venus renforcer les rangs de Jean-François Couvert avec des propos quand même assez durs à mon encontre. Donc, c'était hier. Aujourd'hui, je rappelle, je répète, si ces propos ont pu blesser, ont pu choquer, je m'en excuse. Mais en même temps, ce que je veux tout simplement dire, c'est que j'ai bien utilisé le terme charnier, mais j'ai dit un charnier politique. J'ai bien rajouté politique à la fin. Donc il ne faut pas sortir le mot charnier de son contexte. J'ai bien parlé de charnier politique. Mais en tout cas, je m'adresse à l'ensemble des téléspectateurs d'ATV. Je m'en excuse. Voilà pour les explications de Bruno Nestor Azero à propos de ce mot charnier. Et je vous le disais il y a quelques instants, c'est donc une page qui se tourne pour la commune de Sainte-Marie. La fin d'une séquence politique marquée par une crise de 5 mois au conseil municipal. Ce dimanche, Bruno Nestor Azero a été officiellement investi maire. Un retour aux affaires pour celui qui avait démissionné du poste en juillet dernier. Ses partisans l'ont acclamé. Quant à l'opposition, elle n'a pas assisté à la cérémonie. Le reportage de Guillaume Bacoul. Pour mieux accueillir les quelques 300 Samaritains et les nombreux élus du Nord présents, la cérémonie a été délocalisée sur l'esplanade de l'hôtel de ville. Bruno Nestor Azero. Bruno Nestor Azero. En l'absence des 6 conseillers d'opposition, le plébiscite aura été total. Sans surprise, avec 27 voix en sa faveur, Bruno Nestor Azero retrouve des mains de Joseph Péraste son écharpe de maire de Sainte-Marie. Un nouvel élu qui sera accompagné de 9 adjoints. En bonne place, les proches du MIP, Séverine Termont, Luc Lérandi et Violaine Diaz, sont respectivement 1er, 2e et 3e adjoints. La mission est belle, elle se poursuit, le travail continue avec et pour tous les Samaritains. La fin d'un imbroglio fratricide de plusieurs mois qui aura laissé des traces au sein de l'hôtel de ville et dans la commune. Le discours d'investiture était d'ailleurs particulièrement attendu des Samaritains. Et BNA n'a pas déçu, après une première mise au point quant à la députation léguée à Manuela Mondésir. Vous avez entendu beaucoup de mensonges. Monsieur Kakouyoné, il n'y a pas qui te place là-bas, Manuela Mondésir. Symboliquement, je te remets l'écharpe de la députée du Nord de la Martinique.
Le maire élu a détaillé son programme dans la continuité de l'action entamée en 2014. Il a aussi et surtout réglé des comptes. Leur programme, attaquer l'homme, Bruno Nestor Azero, personnellement, et vous dire, donnez-nous la victoire et après, on verra, on improvise votre. Je fais tout. Et dès lundi matin, je fais tout pour remettre de l'ordre dans ce bâtiment. Ils ont pratiqué la politique de la chaise vide. Donc est-ce que ces gens-là, qui ont quand même eu un certain électorat, est-ce que c'est normal qu'ils soient absents du débat démocratique de ce jour? À Sainte-Marie, ce n'est pas une dictature, c'est quand même un régime démocratique. Donc l'opposition a sa place, toute sa place, à condition qu'elle le veuille. Il y a eu trop d'administratifs qui ont fait de la politique pendant cette campagne. Et ce n'est pas correct. Dès l'instant où chacun comprenne son rôle, où chacun accepte son rôle et l'assume, je serai le meilleur maire de Sainte-Marie. Si tel n'est pas le cas, eh bien, je prendrai des sanctions. Une investiture terminée par un appel au rassemblement des élus du Nord, avec pour objectif non dissimulé la CTM, comme un pied de nez au soutien de Jean-François Covert. Je crois que nous avons apporté ensemble un projet pour le Nord et ce projet-là sera sûrement validé lors des élections de la CTM future. Mais je rappelle qu'un Bruno Nestor Azero à lui tout seul ne pourra rien faire. De toutes les manières, ces élections-là peuvent se gagner parce que vous êtes pluriel. Donc, Sainte-Marie devra compter, en tout cas, les prochaines listes devront compter sur l'apport et de Sainte-Marie et du Nord pour que ces élections soient gagnées par celui ou celle qui voudra ravir le poste de président de la collectivité territoriale de Martinique. En bref, Philippe Ponsard, meurtrier présumé de Francette Pierre-Émile, sera présenté devant une cour d'assises. Information de nos confrères de France Antilles. Le magistrat chargé du dossier a remis son ordonnance d'accusation au motif de séquestration suivie de mort. Un procès très attendu par la famille de la victime. Hasard du calendrier, cela fait aujourd'hui 3 ans, jour pour jour, que l'enseignante avait été portée disparue, puis retrouvée morte. Le meurtrier présumé qui encourt la peine de perpétuité. Et puis 3 malfaiteurs présumés écroués à la prison de Ducos hier, mis en examen, suspectés de vol avec violence commis en mars dernier à Rivière-Pilote et à Ducos. Une des victimes avait été blessée par balle à la cuisse. Direction le Carbet, maintenant depuis un mois, un chantier archéologique a été ouvert au centre de la ville, avant la construction de logements. Eh bien, les scientifiques ont mis à jour de nombreux vestiges. Une partie a été présentée au grand public ce matin lors d'une journée porte ouverte. Le reportage de Loïc Régis. Sur ce terrain se trouvait la maison de sa grand-mère, une nouvelle exceptionnelle pour Mathurin, passionné d'archéologie. Il tient à participer à la visite des chantiers de fouilles ce matin. Je ne voulais pas rater ça, surtout c'est arrivé au bon moment, parce que j'ai appris ce qu'il y avait quand même au-dessous de mes pieds quand je venais là, quand j'étais enfant. Je suis descendu d'Africains et de Portugais justement, de mon grand-père au Carbet, et de Marseillais, un peu de tout, il y a un peu de tout. Mais je ne peux pas vous dire s'il y a vraiment des Amérindiens, peut-être bien. Dans une ambiance studieuse, la pédagogie des spécialistes séduit les visiteurs, de quoi réveiller les âmes de chercheurs. J'avais entendu parler d'une exposition sur les Amérindiens, qu'il y avait des fouilles, et donc j'ai voulu en savoir plus. On découvre l'histoire de la ville du Carbet, plusieurs siècles qui défilent sous nos yeux, et on remonte à des périodes très anciennes, donc c'est merveilleux. Des travaux scientifiques fièrement présentés, les avancées sont importantes pour l'histoire de la Martinique. Récemment, 4 squelettes amérindiens ont été découverts ici. On a des niveaux d'occupation qui remontent au IIIe siècle après Jésus-Christ, avec des structures en creux, donc des négatifs de trous de poteaux qui correspondent à l'implantation de carbets amérindiens, et des foyers, des fosses de dépotoirs, etc., et compris des inhumations, puisque les Amérindiens enterraient leurs morts au plus près de l'habitat, voire à l'intérieur de l'habitat. Depuis le début des fouilles, la ville du Carbet a pris une autre dimension. La commune est devenue l'une des plus riches de Martinique en termes de trouvailles. On a mis en évidence des occupations précolombiennes extrêmement riches, extrêmement denses, très bien structurées, avec la présence de découvertes relativement rares et peu courantes, qui sont des séries de sépultures précolombiennes, ce qui fait du Carbet aujourd'hui le site où on a recensé le plus grand nombre de sépultures précolombiennes sur le territoire martiniquais.
Il faudra attendre plus de 2 ans avant de voir les pièces découvertes dans les musées martiniquais. Elles seront étudiées par des experts dans l'Hexagone durant cette période, avant de revenir sur leur terre d'origine. Les eaux de baignade de Martinique sont de bonne qualité. C'est l'Agence régionale de la santé qui le dit dans son bilan 2017. 100% des eaux sont conformes aux normes européennes, comme vous pouvez le voir. Des résultats recueillis suite à 1700 prélèvements effectués dans l'année, dont 20 communes. On voit également que 47% des eaux de baignade sont d'excellente qualité. C'est le moment de retrouver notre invité ce soir, François Gabour. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On voit tous les jours, quotidiennement, vos dessins dans les quotidiens de France Antilles. Et nous allons parler ce soir d'un ouvrage qui va sortir au mois de décembre, Paradis d'enfer, un essai sur l'esclavage, qui est évidemment en forme de bande dessinée. Un essai, donc ça veut dire que vous défendez une thèse. Quelle est-elle, cette thèse? Voilà, c'est ça. En fait, c'est surtout une réflexion sur la question de l'esclavage et de l'impact de cette histoire sur nos sociétés. Mais c'est aussi une réflexion sur le fait que est-ce que l'esclavage, ça nous concerne? En fait, c'est vu, on va dire, de la Caraïbe et se rendre compte que finalement que l'esclavage ne concernait pas que la Caraïbe, puisqu'il existait aussi la traite orientale et puis d'autres esclavages un peu partout dans le monde. Alors malheureusement, un thème d'histoire, mais aussi d'actualité. On a vu avec les images qui proviennent notamment de Libye, avec ces esclaves africains qui sont complètement mis en esclavage par leurs bourreaux. Vous, en tant qu'humoriste, vous prenez le parti de faire de la dérision dans votre livre. Pourquoi ? Parce que c'est déjà mieux de rigoler que de pleurer. Et puis, en passant par la dérision, on peut aborder des sujets qui sont très sérieux. En fait, je n'aurais pas pu faire un essai avec que du texte. Et puis, donc, je suis resté dans ce que j'aime bien, dans ce que je sais faire. Et puis, par ce biais-là, c'est vrai que j'ai pu aborder avec une très grande liberté, parce que ça reste de l'humour, donc avec une très grande liberté, avec la possibilité de jouer dans de l'anachronisme, pour pouvoir ensuite porter justement cette grosse déconne, en gros, au lecteur. Alors vous commencez dans les premières pages, dans une petite phrase de présentation, où vous parlez notamment de la colonisation, de ses effets sur les hommes, mais aussi sur la faune et la flore, notamment en Martinique, dans la Caraïbe. Est-ce que vous voyez aujourd'hui toujours les résultats de cette colonisation ici en Martinique? En fait, quand j'ai fait cette intro, justement, où je parle d'îles et d'écosystèmes, et que je voulais ramener, en fait, j'ai fait un parallèle, en fait, entre, justement, cet environnement qui est agressé à un moment donné par l'homme et justement, à nous, êtres humains, qui sommes agressés, qui pouvons être agressés par d'autres êtres humains. Et j'ai comparé, en fait, les humains à des îles. Et nous étant des îles avec nos propres écosystèmes, et c'est à travers justement ces différences et la tolérance que ça implique que nous pouvons justement participer, apporter, justement comme je disais dans le pot commun de l'humanité, des choses différentes, des choses positives pour pouvoir justement avancer. Et s'inspirer justement de cette histoire pour pouvoir se nourrir individuellement. Alors, c'est un hasard du calendrier, hein, si ce livre sort aujourd'hui, un hasard malheureux, puisque vous avez commencé à l'écrire depuis plusieurs mois. Est-ce que vous pensez que la réaction des Martiniquais, c'est vrai qu'il y a eu une manifestation la semaine dernière, des voix qui s'élèvent notamment à l'Assemblée nationale. Est-ce que les réactions des Martiniquais par rapport à ce qui se passe en Libye, est-ce que ces réactions-là sont suffisantes? Oh non. Enfin, il y a eu une réaction, il y a eu un rassemblement où il n'y a eu pas grand monde. Mais après, ça ne veut pas dire que les gens ne soient pas sensibilisés. Après, il y a de la communication, il y a tout ça. Hein. Et je pense que les gens sont très sensibles à la question. Et après, il ne faut pas porter donc le jugement à partir juste de cette réunion. Mais sinon, je pense que nous avons tous été... On reçoit tout le temps des vidéos, des fois qui ne sont pas des vidéos ou des images de la Libye. Hein. Des fois, il y a des petites erreurs. Mais malgré tout, on se rend compte de cette violence de l'homme par l'homme. Et ça, c'est quel que ce soit la Libye ou pas. Les violences sont simplement un problème de place de parking. On sort le coutelas et on devient comme le Libyen qui massacre un Ivoirien ou autre.
Donc je veux dire, c'est vraiment une question qui ne concerne pas la couleur de peau. Il ne faut pas racialiser toute cette affaire-là. C'est une question d'humain. On porte chacun, un peu comme la horde du Père Noël, on porte chacun notre violence sur le dos et on doit réussir à dompter cette violence et à s'humaniser de plus en plus. Alors cette violence, vous avez pris le parti de la mettre en dérision, je rappelle, dans ce livre Paradis d'enfer, déjà disponible donc sur Internet et qui sera présent dans la librairie à partir du 15 décembre. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, François Gabour. Merci. Restez avec nous à suivre dans votre journal, votre JT des communes. Ce soir, direction Fort-de-France, coup de projecteur sur le quartier Étangs-Abricots, qui est en plein développement, vous allez le voir. Et puis, une escapade à la plage Coco-l'Échelle, à proximité du Grand Port Maritime, un lieu de plus en plus privilégié par les Faux-Yalais. Mais d'abord, une collecte de jouets pour Noël à Fort-de-France, organisée par le Rotary Club pour la 5e année consécutive. Une action pour les enfants issus de familles modestes. Une partie des dons sont également distribués aux enfants dominicains victimes de l'ouragan Maria. On écoute Nathalie Bonheur, responsable des relations publiques au Rotary Club de Schœlcher, interrogée par Loïc Régis. Cette année, la particularité, c'est que nous avons axé cette action pour les enfants qui ont subi les conséquences de l'ouragan Irma. Mais c'est vrai que c'est important pour nous, ça a été important pour nous de montrer qu'on est encore là aujourd'hui, quelques mois après les intempéries, et qu'on veut soutenir nos compatriotes et nos amis de la Dominique après pour les fêtes de fin d'année. Nous faisons cette action aussi pour les enfants de la Martinique. Ici en Martinique, pendant les périodes de Noël, nous savons qu'il y a aussi des parents qui n'ont pas la possibilité d'offrir des cadeaux à leurs enfants. Il y a aussi des enfants qui sont hospitalisés, donc on fait aussi cette action pour les enfants qui sont à l'hôpital pour pouvoir leur apporter des cadeaux sur leur lieu de séjour pour qu'ils puissent penser que ces jours-là soient aussi des jours de fête pour eux. Voilà, c'est l'heure de retrouver votre JT des communes. On retrouve tout de suite Hubert Bornil et toute son équipe à Fort-de-France. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on vous emmène à la découverte pour certains. En tout cas, pour d'autres, ce n'est pas une nouveauté. On va à l'Étangs-Abricots. Cet endroit, ce site qui a été conçu depuis une dizaine d'années entre habitation et zone économique, 50 hectares, plus de 300 emplois générés. L'Étangs-Abricots, on peut dire aujourd'hui, entre dans sa phase de finalisation. On en parle tout à l'heure en compagnie de notre invité, mais tout de suite, on vous propose une visite guidée de l'endroit, surtout avec de belles images. Depuis quelques années, l'aspect maritime du quartier prend de plus en plus d'ampleur, aussi bien côté économique que côté loisirs. Un endroit généralement paisible de jour qui offre de belles beach parties, notamment les week-ends à la plage Coco-l'Échelle située juste à côté de la marina. Que dire de cette belle marina de l'Étangs-Abricots avec environ 300 plaisanciers qui accostent juste à proximité de Fort-de-France, géré par la CACEM. On peut dire que c'est un sacré défi économique à relever. Tour d'horizon avec Sandrine Claude. Sable blanc, eau cristalline, nous ne sommes pas dans le sud de la Martinique, mais bien à 2 pas du port de Fort-de-France. Connue des initiés, la plage de Coco-l'Échelle est un coin particulièrement apprécié par les habitants du quartier. Pour Samuel et sa mère, c'est même un passage obligé après chaque sortie d'école. Le sable est plus bas et puis les vagues ne sont pas trop fortes. C'est pour ça que j'aime cette plage. Tout ce matériel me sert à regarder sous l'eau. Qu'est-ce qu'il y a sous l'eau? À des crabes, plein de choses. J'aime bien pour me détendre et passer un moment avec mon fils après l'école aussi. Juste écouter un peu de silence et les bruits des vagues apaisent les pensées aussi. Un site discret où l'on vient en famille ou entre amis. Elle est bien, elle est bonne, l'eau est bonne et c'est pas trop profond l'eau. Des fois il y a des soirées team beach. À quelques mètres de là, le port de plaisance communautaire,
Mise en service il y a 2 ans et demi, la marina est pour les plaisanciers un bassin portuaire idéal, à l'instar de Philippe qui vit aux Trois-Îlets. Il y a de la place pour les bateaux. Quand je dis de la place, je veux dire les bateaux ne sont pas serrés les uns contre les autres et donc c'est plus facile pour accoster. C'est plus proche des Trois-Îlets pour pouvoir effectivement mettre mon bateau. Et puis j'ai l'avantage aussi avec la navette de venir jusqu'au Malécon et d'un petit coup de vélo venir ici, ce qui m'évite de faire pas mal de circulation. Le port est aujourd'hui géré par l'ACASEM. Malgré un taux de remplissage actuel de 95%, la rentabilité de la marina est encore à optimiser. Nous avons donc 300 bateaux dans le bassin principal et une centaine de bateaux à terre. Et nous sommes donc en train d'y accoupler un certain nombre de services, puisque vous avez dû voir que nous avons donc une plateforme qui est en train de se monter pour l'arrivée de 2 restaurants début 2018. Nous avons donc une boutique qui va se placer près de la station-service pour de janvier 2018, de façon à ce que cette saison soit une saison d'amélioration des conditions de vie, au-delà de la laverie, de la possibilité de faire une clearance, d'un certain nombre de services que nous allons proposer au fur et à mesure. Pour l'heure, à la recherche d'investisseurs, la communauté d'agglomération a pour projet d'accroître la capacité d'accueil du port, avec à terme 1000 anneaux. L'objectif principal est de positionner le port de l'Étang-Abricot en tant que véritable carrefour nautique. Avec plus de 300 emplois générés, le domaine de l'Étang-Abricot offre un panel économique de plus en plus élargi avec des bureaux, des commerces, centres de minceur et même des bars branchés. Il faut dire que depuis une dizaine d'années, les entreprises n'hésitent pas à venir s'installer dans cette zone franche. Faisons un focus tout de suite avec Sandrine Claude. Voilà tout juste 2 semaines que Jessica a ouvert les portes de son centre diététique. Comme elle, de plus en plus d'entrepreneurs choisissent de s'implanter dans le quartier. Avec une fréquentation journalière estimée à 10 000 personnes, la zone Étangs-Abricot est en plein essor. Il y a déjà de nombreuses habitations à l'Étangs-Abricot. Il y a plein d'entreprises, donc on peut puiser déjà une partie de notre clientèle dans les personnes déjà présentes. On a l'avantage d'être quand même bien placé dans la CACEM, donc avec un accès relativement simple. Et puis surtout, on a du parking, hein, c'est non négligeable aujourd'hui en Martinique. Le classement en zone urbaine permet aux structures de bénéficier d'exonérations fiscales. Anne a installé son salon de coiffure en juillet dernier. Depuis, elle voit au quotidien la zone se développer. Il y a de l'évolution, c'est pas très rapide, mais bon, oui, il y a de l'évolution. Séduite par l'environnement, elle a même fait le choix d'y résider. On est à Fort-de-France sans le trop l'être. Comme nous sommes carrément excentrés, donc on a l'impression de quelque part de voyager. Dans ce lieu de vie en devenir, la culture et la solidarité trouvent aussi leur place. Bienvenue à l'espace Sonate, une salle de spectacle qui fait travailler 25 personnes en situation de handicap. Nous sommes spécialisés dans l'art, donc on fait beaucoup de productions artistiques. Nous avons des prestations à l'extérieur, artistiques aussi. Par exemple, très bientôt on aura une prestation pour un gros groupe de téléphonie. Avant on était sur le Lamentin, c'était un peu plus compliqué. Maintenant on a notre espace à nous et ça permet effectivement d'avoir une meilleure visibilité sur ce qu'on fait pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour les personnes qui ont un besoin réel d'utiliser des salles et de faire appel à nos services. Juste à côté, une zone d'activité économique est en phase de finalisation. D'une superficie de 3 hectares, elle comporte notamment un EHPAD de 96 places. À la tombée du jour, la vie nocturne prend le dessus. Perché sur le toit d'un immeuble, le Cloud attire une clientèle branchée dans une ambiance intimiste. Un rooftop bar, comme il en existe dans de nombreuses capitales. On avait cette opportunité, donc on l'a saisie, et sachant aussi que le quartier était en devenir d'un quartier assez actif, ça nous a complètement séduit. Après, c'est sûr que pour le moment c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de travaux, beaucoup de choses, mais on sent bien qu'il y a un très gros potentiel pour les années à venir. En attendant de devenir le quartier incontournable de la capitale, l'Étangs-Abricot s'offre déjà le luxe d'une vue imprenable sur la baie de Fort-de-France. Notre invité s'appelle Johnny Ajar, c'est le président de la CEMAF. Johnny Ajar, aujourd'hui, on voit ce qu'est devenu l'Étangs-Abricot. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'historique de cet endroit? Ben oui, c'est un jeune quartier qui a environ une vingtaine d'années. Donc effectivement, il n'y avait rien de tout ce que vous voyez il y a 20 ans. Et donc ça a été construit, posé.
Il y a à la fois des activités économiques, des activités résidentielles, des activités touristiques, des activités de services, de bureaux. Il manque à construire encore un certain nombre de services publics, notamment au niveau des crèches, un parc arboré aménagé pour avoir de vrais parcours sportifs. Il y a déjà des activités socio-culturelles aussi qui se mettent en place. Donc c'est un vrai quartier de plus de 50 hectares avec une vraie dynamique de développement et une fréquentation de près de 10 000 personnes par jour. Et quelle était la volonté politique de l'époque? C'est d'en faire à la fois une ouverture vers la mer, mais également sous la terre pour faire de ce quartier un pôle de développement modernisé, puisqu'on est face à la 5e plus belle baie de la Martinique et du monde. Oui. D'accord. Oui. Et en faire une zone à la fois d'activité, donc de création d'emplois, parce que je rappelle qu'à terme, ce sera près de 3000 personnes qui vont travailler dans la zone. Donc créer de l'activité, créer de l'offre de service. Il y a aussi des résidences pour les personnes âgées, donc permettre à ce que des personnes âgées puissent vivre dans un endroit qui est naturellement frais, avec, vous voyez bien sûr, un espace naturel idyllique. Alors, il faut dire aussi que l'endroit est placé en zone franche, ce qui attire beaucoup d'entreprises. Alors c'est vrai que sur la partie économique, c'est un combat politique, hein. Ce n'est pas un cadeau qui a été fait, c'est un combat politique mené d'abord par l'équipe de Serge Letchimy, puis par l'équipe de Didier Laguerre, de façon à ce qu'on puisse maintenir ces exonérations pour que les activités viennent s'installer. Maintenant, quand vous savez que vous avez effectivement cette capacité d'exonération, c'est ce qu'on appelle une zone franche, effectivement, c'est beaucoup plus facile pour que les activités s'installent. Ça crée une attractivité, c'est ça. Donc ça crée une attractivité, mais il faut aussi tout construire. Il y a encore quelques routes à organiser, le service public de transport se met en place. Nous avons une mixité dans les résidences. Il y a des résidences à la fois sociales, mais il y a aussi des résidences pour les catégories moyennes, donc des résidences, on va dire, intermédiaires, mais aussi des résidences de grand luxe pour les personnes. Alors, on voit que ça a considérablement, si je peux employer ce mot, bétonné. Et on voit qu'il reste encore des travaux. Alors, des travaux sont en cours. On est véritablement en finalisation. Alors, la phase de finalisation est en cours, effectivement, mais ça va durer encore, parce qu'il y a encore le port de Plaisance à organiser, puisqu'on peut passer à Milano pour augmenter effectivement l'attractivité touristique par rapport au port de Plaisance, cette dynamique véritable. Alors c'est vrai que vous avez parlé de bétonnage, mais on fait en sorte de maintenir une mixité parce qu'il y a un parc arboré aménagé de près de 3 hectares sur un espace de plus de 50 hectares avec 8 hectares d'activité économique, une vingtaine d'hectares d'organisation résidentielle. Donc on essaie de mixer de façon à ce que justement tout ce qui est végétation, tout ce qui est nature demeure dans ce quartier pour qu'on ne soit pas trop enfermé parce qu'on est à un lieu stratégique aussi, à très grande proximité du cœur de ville, qui est le centre-ville de Fort-de-France. Le port juste à côté. Le port juste à côté, mais aussi ouvert vers l'intérieur puisqu'on arrive directement sur l'autoroute pour repartir sur les communes. Je vois que, point de vue logement, il y a beaucoup de projets ont été mis en place, beaucoup d'opérations de vente d'appartements. Ça fonctionne, ça attire des personnes? Oui, parce que le lieu, naturellement, on va dire, c'est un lieu paradisiaque, comme on va dire aujourd'hui. Donc, effectivement, ça attire beaucoup de monde. Vous savez, il y a aussi le système de cohabitation dans notre société actuelle qui font qu'aujourd'hui, chacun va avoir son logement. Et comme il n'y a pas beaucoup d'offres sur la partie ni intermédiaire ni de luxe, en plus de la mixité sociale et d'avoir ces logements sociaux, il y a cette possibilité pour les catégories moyennes de pouvoir avoir un logement intermédiaires par rapport à leurs revenus. Où en sont les tout derniers projets dont on a parlé il y a environ 1 an ou 2 avec la création d'hôtels de luxe, etc. Toute cette partie-là va se faire du côté, bien sûr, Franche-Maritime, du côté vers les Anneaux. Donc ces projets aujourd'hui sont finalisés, ils vont se mettre en place, ils vont se construire progressivement. Je rappelle que la CEMAF a d'abord fait un travail de viabilisation, c'est-à-dire de faire rentrer tous les réseaux pour avoir l'eau, l'électricité et faire en sorte qu'il y ait les voiries pour qu'on puisse rentrer dans la phase construction. Donc il y a eu toute la viabilisation qui a été faite et maintenant les privés, les promoteurs, les investisseurs vont mettre en place leurs projets, sachant que nous avons toujours le principe de coordination de l'ensemble pour qu'il y ait véritablement une synergie dans la dynamique d'attractivité de ce quartier. Merci Johnny Aja. On imagine qu'il reste encore de l'activité à venir et des emplois, des perspectives d'emploi sur cette zone de l'étang Zabricot. À quoi on peut s'attendre pour cette fin d'année? Tout ce qu'on espère, c'est que le maximum d'entreprises viennent s'installer, puisqu'effectivement, avec de l'activité nouvelle, ça va générer des créations d'emplois, donc c'est ce que nous souhaitons. Et puis que les personnes qui vivent, ils vivent dans les meilleures conditions. Il va falloir allier les problèmes de tranquillité, les problèmes d'activité. Mais tout se met en place progressivement
dans le respect, la solidarité et les valeurs. Merci Johnny Ajar, merci quant à vous de nous avoir suivis sur ce numéro consacré à l'étang Abricots. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. Très belle soirée, bon week-end. Voilà pour le JT des communes, on passe au sport. Le sport, et on commence avec du handball. Hier, l'ouverture de la 8e journée de pré-national, une rencontre alléchante a opposé l'espoir de Floréal à l'Étoile de Gondo. Un match âprement disputé en première mi-temps pour finalement tourner en faveur des Lamantinois qui se sont imposés de 4 points d'écart, 28-24. Le résumé du match signé José Lechertier. Dès la première minute de jeu, l'espoir de Floréal en bleu montre ses ambitions. Yannick Sainte-Rose ouvre le score pour le compte de ses couleurs. L'Étoile de Gondo réagit dans la foulée par Lionel Nicolas Sébastien. Il égalise et marque un second but. Steph Samo lui emboîte le pas. L'Étoile de Gondo mène 3-1. On ne joue que la 4e minute. Loin d'abdiquer, les Floréalais prennent la mesure de leur adversaire. Ils recollent au score par le capitaine Johan Marlin et Dylan Marcillon. 3 buts partout. Durant une dizaine de minutes, le jeu s'intensifie, le match est plus engagé. Les deux formations se rendent coup pour coup. Les hommes de Rodolphe Gilin parviennent à faire le break à la 19e. Steve Rabout enfonce le clou. Les Gondonois mènent 10-8. Si les Floréalais font mine de revenir sur ce but de Marceline, ce n'est qu'illusion. L'Étoile de Gondo remporte cette première mi-temps sur le score de 13-10. Au retour des vestiaires, l'armada lamantinoise poursuit sur sa lancée. Jean-Alphonse, Anjon ainsi que Samo s'illustrent. De 3 buts à la mi-temps, l'écart passe à 6 à la 34e. Temps mort de la partie adverse, Alfred Saban tente de mobiliser ses troupes, mais la machine lamantinoise, bien décidée à remporter cette rencontre, continue son tableau de marche et gagne sur le score de 28-24. Le score aurait pu être beaucoup plus important, mais on a fait preuve de beaucoup de manque de lucidité et manque de maîtrise, surtout au niveau du tir gardien, notamment pour en mi-temps, parce qu'on en rate 5 ou 6 immanquables, donc c'est difficile de vraiment faire l'écart. Mais il fallait garder l'essentiel, gagner, mettre la pression sur le match qui se fait au Gros Monde pour pouvoir revenir à la première place ou au moins conserver la place qu'on a. Au Soya, il était raide parce que nous loupons un lot tir devant gardien. Donc je pense que c'est ça qui a fait la différence aussi. Puis sur la fin, il était plus frais que nous. Physiquement, je pense que c'est gagné nous parce que nous n'avons pas courir encore sur la fin et nous étions dans le boule. Donc ce score là, c'est 4 buts d'écart, mais c'est ça, c'est les biens nous avons loupé et puis nous pas virer. Donc voilà. Toujours hier soir, la surprise est venue du Gros Morne où le leader a enregistré sa première défaite, battu par l'USC Citron. Enfin, victoire également du TS franciscain face à la Gauloise. Une rencontre est prévue demain, 17h30. Chez les femmes également, 3 matchs étaient au programme hier soir. Le choc entre le Réveil Sportif et l'USC Citron a tourné à l'avantage des Gros Mornaises. Victoire également de l'Entente AS Morne-des-Est gauloise et de l'Aiglon. Pour rappel, l'Arsenal a disposé du RC Lorrain mercredi. La dernière rencontre de cette journée se déroule en ce moment. Voilà pour le handball, on fait le tour du reste de l'actualité sportive avec José Lechertier. En basket masculin, ouverture hier soir de la 7e journée du championnat de National 3 par la rencontre opposant le basketball samaritain à Lussac. Les Fouillalais se sont imposés sur le score de 102-76. D'autres matchs se jouent en ce moment même, les résultats demain. En football, la 10e journée du championnat de Régional 1 a débuté hier soir. La surprise est venue du stade Pierre-Liquet où le club franciscain a fait match nul avec le Golden Star. Partage des points également entre la Samaritaine et le Good Luck. Enfin, victoire de l'Aiglon 1-0 face au RC Saint-Joseph. Cet après-midi, le derby pilotin est revenu au sudiste, victoire 1-0. Le Golden Lion a disposé de l'essor 4-0. Enfin, l'émulation a remporté son premier match. Avant l'ultime rencontre de cette 10e journée qui a débuté depuis 19h, au classement, le club franciscain est leader avec 1 point d'avance sur l'Aiglon et 2 sur le Golden Lion. La Samaritaine est 4e à 4 points du leader mais avec un match en moins. En bas de tableau, on retrouve le CSK Pilote, l'émulation et la nouvelle lanterne rouge, l'AJS Eucalyptus.
Football toujours, dans le cadre d'une harmonisation de la discipline dans la Caraïbe, une formation a été organisée à l'hôtel Bakwa. Ce stage a été dispensé par des instructeurs de la CONCACAF et a réuni des éducateurs de la Caraïbe. 3 jours de formation avec une partie pratique sur le stade des Trois-Îlets, une partie théorique sous forme d'atelier à l'hôtel Bakwa. Et les ateliers, c'est en fait basé sur les aptitudes et les compétences des candidats comme instructeurs et pas comme entraîneurs. Donc ce sont toutes les aptitudes qui viennent intervenir en dehors, c'est-à-dire la présentation, la régularité, présenter comme ici aujourd'hui des présentations PowerPoint selon un sujet bien précis. Et disons, ce sont les aspects pédagogiques et méthodologiques qui sont mis en valeur. C'est dans le cadre d'un programme technique de formation pour améliorer le football au sein de la CONCACAF et plus précisément dans la Caraïbe parce qu'il faut prendre en compte les réalités caribéennes. Et ces réalités caribéennes seront mieux prises en compte si les formations sont mises en place par les propres instructeurs de chacun des territoires concernés. Le rallye des champions bat son plein depuis hier soir. Une dizaine de pilotes ont pris le départ de cette prestigieuse course qui clôture la saison. À l'issue des 4 spéciales qui ont pu avoir lieu, Rodrigue Théodore est en tête. Il est suivi de Steven Orozman à 28 secondes. Patrice Hélénis est 3 à 1 minute 57. La course se poursuit en ce moment même dans le nord de l'île. Demain, nous connaîtrons le champion de la Martinique. En natation, le championnat de Martinique en bassin de 25 mètres a débuté aujourd'hui. Au menu 800 mètres dames et messieurs, 200 mètres nage libre, 200 mètres brasse. À l'issue de cette première journée, notons la belle performance d'Edwin Delbois du Shellshire Natation 2000 sur 200 mètres et de Laurine Fourman du même club sur 200 mètres nage libre. Merci José Le Chertier pour ce résumé très éclectique. Enfin à noter cette belle initiative intitulée Goumin pour la Dominique depuis ce matin et jusqu'à demain, une journée d'initiation au sport de combat. Cela se passe à l'IMS et les fonds récoltés seront reversés à une association pour la Dominique. Tous les sports de combat seront représentés. Vous pouvez encore vous inscrire pour la journée de demain. Et c'est ainsi que l'on referme cette tranche d'information. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés. Bruno Nestor Azero investi, maire de Sainte-Marie. Une semaine après l'élection du conseil municipal, Séverine Termont a été élue première adjointe. 3 squelettes mis à jour au Carbet lors de fouilles archéologiques réalisées au centre-ville. Des avancées présentées aujourd'hui lors d'une journée portes ouvertes. Paradis d'enfer de François Gabour, un essai en forme de bande dessinée sur le thème de l'esclavage. L'auteur était notre invité ce soir. Et puis on vient de le voir dans la page sport de ce journal, il est question de handball avec notamment le choc Étoile de Gondo et l'espoir de Floréal en 8e journée du championnat. Un choc gagné par les Lamontinois. À suivre l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Juste après la météo et la suite de vos programmes. Je vous retrouve demain avec grand plaisir.